Oui, Patricia, l'enquête s'est considérablement accélérée ce soir puisqu'un avis de recherche concernant 3 hommes identifiés vient d'être lancé à tous les services de police et de gendarmerie. Ces 3 individus font donc figure de principaux suspects dans l'enquête sur l'attentat contre Charlie Hebdo. Il s'agit alors de 2 frères d'une trentaine d'années, de nationalité française et d'un 3e individu qui serait âgé à peine d'une vingtaine d'années. Tous les 3 sont connus des services de police spécialisés, notamment pour avoir effectué des voyages en Irak. Je vous livre également cette information. La femme de l'un d'entre eux a été interpellée. Elle est suspectée de complicité et se trouve ce soir en garde à vue. Voilà, tous ces éléments sont à mettre en relation avec les perquisitions qui ont été effectuées cet après-midi en région parisienne dans 2 appartements à Pantin et à Gennevilliers. Et ce soir, l'enquête semble se diriger vers Reims où d'autres perquisitions seraient en cours et où le raid vient d'arriver sur place. Voilà le point que l'on peut faire sur l'enquête ce soir à 23 h. Merci Clément, et nous allons aller encore un peu plus loin avec notre invité. Bonsoir Louis Caprioli. Bonsoir. Vous avez dirigé les services de lutte contre le terrorisme à la DST. On vient de l'entendre, les tueurs ont donc été identifiés, ils seraient même connus des services de police. Comment est-ce possible de les avoir retrouvés aussi rapidement? Ils étaient surveillés. Il y a plusieurs possibilités. C'est parce qu'ils étaient fichés dans les services. Et d'après ce qui ressort, c'est que l'un d'entre eux appartenait à un réseau qui a été démantelé en janvier 2005. C'est ce qu'on appelle le réseau des buts de Chaumont dans le 19e arrondissement. À l'époque, il y avait toute une filière qui mettait en place un réseau pour aller combattre en Irak contre les troupes américaines. Et cette filière, elle était en relation avec un individu qui s'appelle Abou Mossab El-Zarqawi, qui est le père fondateur de Daesh, puisqu'il a créé l'État islamique en 2004. Donc le retrouver, c'est parce que soit il y a eu des empreintes qui ont été découvertes, on a pu remonter sur cet individu qui était fiché, soit... Les images de caméras de surveillance également, alors, même s'ils étaient cagoulés. Les caméras de surveillance, puisque on l'a entendu dans le reportage, la vidéosurveillance a permis de suivre le véhicule. À un moment quelconque, ils ont pu enlever leur cagoule, et à ce moment-là, on a pu les reconnaître. Comme il y a la voix qui est apparue, et puis il y a aussi, j'allais dire, des bases de données que peuvent avoir les services, c'est-à-dire des interceptions de sécurité qui ont été faites et qui remontent en surface dès lors que cet attentat a été commis, ce qui à l'époque ne pouvait pas apparaître comme une information déterminante, tout d'un coup, apparaît comme quelque chose d'important parce qu'on va parler de Charlie Hebdo ou des caricatures. Monsieur Caprioli, vous parliez de Zarqawi, de l'organisation État islamique. Est-ce que vous inscrivez les suspects identifiés ce soir dans cette mouvance ou il est encore beaucoup trop tôt pour le dire? Il est trop tôt parce que l'opération qu'ils ont menée, c'est une opération qui est surprenante. Les caricatures apparaissent en 2005, en 2006, elles sont reprises par Charlie Hebdo et j'allais dire, dans la conscience de beaucoup de gens, tout ça s'est oublié. Or, en 2010... Vous voulez dire, la cible Charlie Hebdo est très étonnante? Elle n'est pas étonnante parce que, j'allais dire, le monde musulman s'est insurgé en disant que c'est un blasphème. Et c'est vrai que ce qu'il faut constater, c'est que janvier 2015, c'est l'anniversaire de la naissance du prophète. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça a été déterminant dans l'esprit de ces individus pour mener leur opération? Mais j'allais dire... en dehors d'un cercle assez cultivé de gens qui ont ce souvenir des caricatures du prophète, il y en a très peu, j'allais dire, même dans la mouvance terroriste. Et on a plus tendance à penser qu'ils vont commettre des attentats contre les intérêts français à cause de notre engagement en Irak, notre engagement au Sahel. C'est vrai que les caricatures du prophète, c'est quelque chose qui est très loin. Sur ces 3 suspects qui auraient été identifiés, vous en savez vous-même un peu plus sur leur parcours, sur leur pédigré, sur leur origine? Sur l'un d'entre eux, c'est un franco-algérien qui a été arrêté en 2005, et c'était un pied nickelé, si vous voulez. Quand il est allé témoigner à l'audience, il a rencontré que le jour du départ, de son départ pour l'Irak, il avait la trouille, qu'il était prêt à se dégonfler, mais qu'il ne pouvait pas se dégonfler. Donc il a été condamné, je crois, à 36 mois de prison, dont 18 mois avec sursis. C'était des gens qui avaient un profil, j'allais dire, assez surprenant. Quand on voit cette bascule, et surtout cette détermination et ce professionnalisme, quand on regarde la vidéo de l'exécution du policier, à aucun moment il ne s'inquiète,
Ils sortent du véhicule pour aller tirer sur les policiers. Ils prennent le temps d'exécuter le policier qui est à terre. Ils reviennent tranquillement, sans aucun stress. Ça veut dire qu'ils ont été entraînés, ils se sont entraînés. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est impossible qu'ils se soient... Alors peut-être ils se sont auto-radicalisés, mais j'allais dire, tirer à la Kalachnikov. Quand vous regardez le pare-brise du véhicule de police, il a été criblé de balles, et quand on voit, c'est un tir groupé sur le pare-brise. Alors c'est vrai que la Kalash, elle est d'un maniement assez facile, mais encore, il faut savoir s'en servir. Donc il y a un aspect professionnel dans leur démarche et un aspect qui est un peu surprenant quand ils se trompent d'adresse dans un premier temps et qu'ils demandent où se trouvent les locaux. Oui, ils ont sonné à la mauvaise porte. Voilà, donc là, on s'interroge. Alors, vous nous dites que c'est des profils qui étaient connus, qui étaient sans doute fichés. Est-ce qu'il y a eu une défaillance dans leur surveillance? Je vais vous dire, des gens Comment expliquer ce qu'il s'est passé Des gens aujourd'hui? qui, en 2005, vous savez combien d'individus ont été arrêtés depuis 2005? Plusieurs centaines d'individus ont été arrêtés et incarcérés. Ça veut dire que ces individus, à un moment ou à un autre, ils sont sortis. Et tous ne peuvent pas être surveillés. De plus, avec la nouvelle génération que nous avons avec l'État islamique, c'est une nouvelle génération où il y a plus de 400-500 personnes qui sont en Irak, il y a plus de 1200 personnes qui sont favorables à ce groupe. C'est phénoménal. Donc vous avez des individus qui apparaissent j'allais dire, sur le radar des services en 2005, qui tout d'un coup disparaissent et on les voit réapparaître pour commettre cet attentat. Sauf si, entre-temps, l'un d'entre eux s'est rendu en Irak où il a combattu aux côtés de Daesh. Et on le saura sans doute très rapidement dans les heures ou les jours qui viennent. Merci Louis Caprioli. On va à présent s'intéresser, Patricia, au choix de Charlie Hebdo qui a alimenté régulièrement la polémique. Exactement, sa rédaction devient une cible quand le journal publie en 2006 des caricatures du prophète Mahomet. Menacé, bénéficiant d'une protection à la rédaction, l'équipe refuse cependant de céder aux pressions. Florence Mathieu et Olivier Thiette. C'est le dernier dessin de Charb, le directeur de la publication. Dans le numéro paru aujourd'hui, il ironisait sur le risque d'attentat en France. Frondeurs, militants de la liberté, les dessinateurs de Charlie Hebdo se moquaient des religions. Les polémiques, ils les suscitaient et faisaient avec. Ils se savaient menacés et ils continuaient. On commence à dire oui, j'ai peur, et ben c'est terminé. On arrête de faire des journaux, on arrête de faire de la polémique, on arrête la presse, on arrête la liberté de la presse. Si on veut instituer en France un délit de blasphème, on met la clé sous la porte et puis on change de pays. C'est en février 2006 que le journal satirique connaît son plus gros succès, celui qui fera de Charlie Hebdo une cible. En une, Mahomet, à l'intérieur, les caricatures danoises du prophète, celles qui ont semé le trouble dans le monde musulman. À partir de ce moment, les journalistes sont protégés. C'est ce qu'a constaté ce réalisateur qui les a suivis pendant 2 ans pour un documentaire. Je suis arrivé, il y avait une voiture de police en bas, il y avait un policier. Et au départ, je n'avais pas compris d'ailleurs que c'était un policier, je croyais que c'était un dessinateur. Je me disais, c'est bizarre, lui il ne dessine pas, il ne fait rien, il doit être en train de réfléchir. Ils étaient sous protection policière. Voilà, il y avait toujours un policier dans la rédaction. Après 2006 et des caricatures, 2011, le siège du journal est incendié, le jour même où Charlie Hebdo se rebaptise, le temps d'un numéro, Charia Hebdo. Le site du journal est piraté, la page d'accueil est remplacée par des versets du Coran. Un premier attentat qui n'empêchera pas l'hebdomadaire de récidiver avec de nouvelles caricatures du prophète l'année suivante. Rien, ni personne jusqu'à ce jour, n'avait contraint les dessinateurs à poser leurs crayons. Et avant d'entendre nos premiers invités, notamment Philippe Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo, nous allons voir le reportage d'Éric Cornet et d'Yvon Baudin, puisqu'en s'attaquant aux locaux de Charlie Hebdo, le jour de la conférence de la rédaction hebdomadaire, bien, le commando a ciblé les grandes figures historiques du journal. Oui, Cabu, Wolinski, Charb, T-News, des journalistes qui se servaient de leurs crayons pour dénoncer, provoquer, se révolter et défendre la liberté de la presse. Éric Cornet et Yvon Baudin. Derrière ses lunettes rondes, il était l'une des figures les plus emblématiques du journal. 60 ans que Cabu croquait sans concession les travers de son époque. Je suis un type engagé, ça se voit pas, mais... Son personnage phare, le Grand Duduche, égratigne avec le sourire la bourgeoisie bien installée. Nettement plus acerbe dans les journaux satiriques avec lesquels il collabore. Harakiri, puis Charlie Hebdo, dès 1970,
Cabu allait avoir 77 ans. Georges Wolinski faisait lui aussi partie de l'aventure Charlie Hebdo depuis le début. Je ne pensais pas devenir dessinateur. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique. Mais en mai 68, brusquement, je me suis senti concerné. Concerné, engagé, il devient journaliste. Ses dessins en une de Charlie font des ravages. Sa plume cynique, grinçante, se décline dans de nombreuses autres publications. J'ai pas l'impression qu'il se sentait menacé en aucune manière. Il avait un côté ricaneur, comme ils avaient tous. Hein. Je connaissais aussi un petit peu Cabu. On voyait bien qu'ils avaient un sourire en coin tout le temps. Et il n'était pas question pour eux de se modérer parce que, éventuellement, en filigrane, se serait profilée une menace, quelle qu'elle soit. À 47 ans, Charb, lui, incarnait un engagement sans limite, malgré les menaces. Au sein de cette rédaction qu'il avait intégrée en 1992 pour relancer le journal après 10 ans d'absence des kiosques. Charb savait, quand il venait, il avait 4 policiers avec lui. Il avait eu peur quelquefois. Une fois, il m'avait raconté qu'il avait pris un taxi, que le taxi l'avait reconnu en lui disant « je vais te tuer » en sortant de son taxi, en appelant les autres taxis, en disant « c'est le mec de Charlie Hebdo ». Décédé aussi le dessinateur Tinius, 57 ans, ici à côté de Cabu. Bernard Maris, économiste, chroniqueur sur France Inter, à Charlie Hebdo, il était oncle Bernard. Autre victime, enfin, Michel Renaud, organisateur de carnet de voyage à Clermont-Ferrand, se trouvait lui dans les locaux au moment de l'attaque, venu remercier Cabu d'avoir parrainé son festival.